Bon, écoutez, on va commencer quasi à l'heure vu que nous n'avons que 15 minutes de retard. Ce n'est pas si grave que cela parce que malheureusement nous avons une défection. Ivan Smadja, qui devait intervenir, a été contraint de décliner. Et par conséquent, nous allons commencer immédiatement. Je vous présente un petit peu, je vous rappelle éventuellement l'organisation, à savoir que chaque intervenant dispose de 8 à 10 minutes pour son mini-exposé. À la suite de l'audition de chacun et chacune des intervenants, eh bien, commencera véritablement la discussion entre les conférenciers et, bien évidemment, avec vous, donc avec le public. J'ai choisi un ordre excessivement élaboré pour le passage, très savant. C'est un ordre alphabétique. Et je pense que Daniel Handler saura m'en remercier. Et donc, je passe immédiatement la parole à Daniel Handler, qui, comme chacun sait, est professeur à Paris 4 et chercheur à rationalité contemporaine. Pas seulement, mais d'abord à rationalité contemporaine. Donc voilà, tu disposes de 8-10 minutes. D'accord, merci beaucoup. J'ai pas vraiment... J'ai préparé dans ma tête, mais j'ai pas un topo prêt. Je voulais que ce soit, en partie parce que je voulais que ce soit informel, en partie parce que j'ai été pris par mon temps, et je pensais pouvoir passer, je plaide pour l'ordre anti-alphabétique. Depuis le temps que je passe dans l'ordre alphabétique, je trouve ça pas juste. Donc je pensais avoir le temps de préparer un topo plus articulé. Alors, je vais pas essayer de vous présenter un tableau général de la philosophie des sciences aujourd'hui, d'abord parce que c'est absolument pas le propos, et aussi parce que je me suis exprimé à plusieurs reprises dans les congrès de la SPS, etc. Donc je ne veux pas vous ennuyer avec ça. Je vais me focaliser sur un ou deux points, en disant tout de suite que je ne pense pas que ce soit les seuls points importants concernant la philosophie des sciences. Je compte sur mes collègues et camarades pour développer d'autres priorités. Et puis, comme on veut que cette table ronde soit très interactive et que chacun et chacune d'entre vous pourriez tout aussi bien avec nous être à la table ronde, on va vraiment garder beaucoup de temps pour que d'autres points de vue s'expriment. Alors, ce que moi je voudrais développer, c'est, disons, la thématique du lien. C'est-à-dire que la philosophie des sciences a maintenant devant elle une tâche importante. C'est celle, non pas d'établir des liens, ni même de créer ou d'inventer des liens, mais de considérablement développer ces liens dans trois directions. Et les trois directions, c'est la philosophie, tout court, les sciences et, pour le dire brièvement, la société. Alors, les liens avec la philosophie, c'est une thématique qui est maintenant bien connue. On sait que la philosophie des sciences, après s'être, disons, un peu refermée sur elle-même, pour se professionnaliser, pour développer ses problématiques propres, pour d'excellentes raisons, et c'est pas nouveau, n'est-ce pas, s'est ouverte, et on dit à chaque fois qu'il y a maintenant des liens importants de la philosophie des sciences à pratiquement toutes les grandes branches de la philosophie tout court, la philosophie de la connaissance, ça va de soi, mais également la métaphysique qui renaît en quelque sorte dans le cadre de la philosophie analytique, évidemment la philosophie du langage, la philosophie de l'esprit bien sûr, et puis la philosophie, ce qu'on n'appelle plus la philosophie morale, il paraît que c'est vieux jeu, mais donc l'éthique et la philosophie politique. Dans tous ces secteurs, je pense qu'il y a des thématiques absolument capitales que nous ne pouvons pas traiter tout seuls, que nos collègues ne peuvent pas traiter tout seuls, mais qu'ensemble, on pourrait peut-être traiter de manière intéressante. Donc, j'en dirai pas plus pour les liens avec la philosophie, ça va sûrement être redéveloppé pendant la discussion. Les liens avec les sciences, ça c'est même inscrit, n'est-ce pas, dans les statuts de la SPS. Il est clair qu'on ne développe pas une philosophie des sciences loin des sciences, et nous disons à chaque fois que nous devons renforcer ces liens. Il faut peut-être s'interroger, et ça pourra faire l'objet d'une discussion, je suis sûr, entre nous, il faudra peut-être s'interroger pour savoir comment on peut passer du vœu pieux, en quelque sorte, à quelque chose de plus résolu, de plus opératoire.
Donc là-dessus non plus, je ne dis pas davantage. Je suis sûr qu'il y aura des contributions beaucoup plus pointues et intéressantes là-dessus. Mais je vais quand même en dire un peu sur mon troisième sujet que je vais un tout petit peu développer, qui est celui des liens avec la société. Alors, d'abord, il y a cette idée dont nous discutons entre nous. Je pense que probablement Jacques Dubuc en parlera, je pense que Catherine Laurent en parlera, et ce n'est pas étonnant puisque nous interagissons entre nous là-dessus. Donc, je développe, et nous développons tous, l'idée que la philosophie des sciences a, pour le dire grossièrement, disons, un secteur relativement pur, où elle développe des problématiques relativement pures, et puis un secteur appliqué. Bien sûr, l'opposition pure-appliquée n'est pas très bonne, etc. Mais en première approximation, c'est pas mauvais de se dire que la philosophie des sciences pourrait, devrait, et d'ailleurs le fait déjà dans une certaine mesure, s'appliquer. S'appliquer à quoi? S'appliquer aux problèmes politiques, sociaux, moraux, culturels, en gros, de la société, mais aussi à des problèmes d'expertise scientifique, à des problèmes de bibliométrie, à des problèmes de gouvernance de la recherche, et ainsi de suite. Alors, il faut simplement remarquer, d'ailleurs j'aurais pu le dire à propos des liens avec la philosophie, c'est pas très difficile à conceptualiser, mais c'est beaucoup plus difficile à réaliser, notamment en France. Par exemple, les liens avec d'autres branches de la philosophie, le problème se pose différemment en France, compte tenu du paysage philosophique général, d'autres pays, où peut-être les liens sont plus faciles à établir. D'ailleurs, si vous regardez sur les pages web de nos collègues australiens, américains, anglais, etc., que vous faites Philosophy of Science, vous verrez beaucoup de gens qui sont Philosophy of Science et autre chose, et précisément éthique, éthique clinique, métaphysique, philosophie du langage, philosophie de l'esprit, c'est-à-dire nos collègues de philosophie des sciences, dans d'autres pays, n'ont pas de mal particulier à avoir une deuxième spécialité, une spécialité conjointe avec d'autres domaines de la philosophie. Mais je reviens donc à la philosophie des sciences appliquées, les liens avec la société, tout ça. Une chose, c'est de le concevoir, c'est pas très difficile, oui, le philosophe des sciences peut et devrait intervenir, il a quelque chose à dire, c'est une autre chose de le faire entrer dans les habitudes, dans les mœurs, dans la façon dont notre société, notamment sa classe décisionnaire et intellectuelle, fonctionne. Et là, je pense qu'on a besoin de faire preuve d'imagination. On a aussi besoin de faire preuve, j'ai encore 2 minutes, on a aussi besoin de faire preuve d'un peu moins d'humilité. Alors ça, je vais vous scandaliser, parce qu'une des grandes vertus du philosophe, c'est d'être humble, mais je vais vous dire qu'on a poussé le bouchon un peu loin. Je trouve que les philosophes des sciences, notamment dans ce pays, peut-être dans d'autres pays aussi, mais là je pense uniquement à la tradition française, se sont faits trop humbles au fil des années et des décennies. Ils ont dit, par exemple, qu'ils étaient moins forts que les logiciens. Ils ont dit que, évidemment, ce qui intéressant et beaucoup moins producteur de connaissances que les scientifiques, que quand même c'est les scientifiques qui produisent de la connaissance, et quand même à eux, c'est sur leur modèle qu'on doit, etc. On a aussi été assez modeste parce qu'on était tellement minoritaire vis-à-vis des autres secteurs de la philosophie. On a été extraordinairement modeste vis-à-vis de la société. On a pensé que c'était les sociologues, par exemple, qui avaient des choses à dire, les politologues qui avaient des choses à dire, que ces gens savaient parler aux politiques, savaient faire passer un certain nombre de choses. Nous, on était quand même des chercheurs, des professeurs un peu poussiéreux, arc-boutés sur notre compétence extrêmement étroite, et que, au fond, le mieux, c'était de se faire petit. Alors, je pense que c'est un esprit dont il faut se départir, pas pour devenir, du coup, arrogant, désagréable et expliquer à tout le monde que c'est nous qui savons mieux, mais être davantage conscient du fait que même si, comme Socrate, nous savons peu de choses, nous en savons quand même pas si peu que ça. Je crois qu'il faut que nous soyons conscients, et bon, nous, enfin moi, la génération partante, c'est pas très important, mais pour les générations montantes, je crois qu'il est très important de leur donner l'idée qu'ils ont effectivement, en réalité, et comme Socrate, si vous relisez un tout petit peu Platon, vous verrez que Socrate n'avait pas une idée si humble que ce soit, si humble que ça, de son statut éthique et de son statut politique. Il pensait que lui et ses amis en savaient peu, mais que quand même ils en savaient un peu plus que beaucoup de gens, et que par conséquent ils avaient une certaine responsabilité politique et éthique vis-à-vis de la société. Très honnêtement, je pense, et je sais que ça va faire rire, et que
évidemment, il faudra le dire prudemment si on porte ce message en dehors de cette petite société, mais je pense qu'en réalité, nous et les excellents jeunes chercheurs que nous avons eu la chance de former, en quelque sorte, enfin, dont nous profitons maintenant de l'intelligence et de l'éclat intellectuel, ont justement des compétences que les sociologues n'ont pas, que les politologues n'ont pas, que nos collègues d'autres secteurs de la philosophie n'ont pas. Et notamment, je voudrais insister sur la question qui est soulevée constamment quand on parle de social epistemology en anglais, donc épistémologie sociale. L'épistémologie sociale, c'est pas au sens français, c'est au sens de la théorie de la connaissance, et donc c'est un programme interdisciplinaire d'études du caractère social et distribué de la connaissance. Et dans ce cadre-là, on s'est aperçu que des philosophes, puis c'est surtout des philosophes qui ont lancé cette idée, Alban Bouvier est le co-éditeur d'un très important volume collectif qui nous a beaucoup aidé à rentrer dans le champ. Dans l'épistémologie sociale, qu'est-ce qui se passe? Des philosophes comme Kitcher, comme Goldman, comme quelques autres, se placent sur le terrain et piétinent les plates-bandes des spécialistes des science studies, qui sont en général des sociologues, éventuellement des politologues et des économistes. Et la question qui se pose, et je me la pose souvent quand je discute de ces choses-là, c'est au fond, d'où vient notre prétention, nous philosophes, d'intervenir dans ce champ? Et à mon avis, alors il y a d'abord par rapport aux spécialistes des science studies, les spécialistes des sciences sociales et humaines, qui sembleraient peut-être mieux à même d'aborder ces problèmes. D'abord, ça fait 50 ans qu'ils s'en occupent et c'est pas si bien que ça. Donc on peut probablement faire mieux, en tout cas on peut faire avec. Et puis de l'autre côté, il y a les savants, évidemment, les scientifiques eux-mêmes. Les scientifiques, après tout, s'agissant du changement climatique, de la toxicité de certains plastiques, de la toxicité du tabac, etc., sans les scientifiques, nous, philosophes, ne pourrions rien faire. Et c'est quand même les cancérologues, les oncologues qui nous disent que pourquoi et comment la fumée du tabac est dangereuse pour la santé. Sans ces résultats-là, nous n'aurions rien à dire. C'est absolument vrai. Néanmoins, il me semble que l'un de nos avantages, nous avons deux grands avantages, ou peut-être trois, en tout cas deux importants. L'un, c'est l'ouverture, c'est-à-dire que nous sommes des professionnels de l'ouverture. Nous avons une obligation professionnelle à ne pas restreindre notre champ d'investigation, mais à l'étendre à tout ce qui est possiblement pertinent. On dirait c'est énorme, ben oui, mais on est payé pour ça. Et on n'a rien d'autre à faire, parce que nous, on n'est pas à la paillasse. Donc notre job à nous, c'est de nous assurer que tous les éléments de la connaissance, les vecteurs empiriques et les vecteurs non empiriques, comme dit Myriam Solomon, sont en quelque sorte présents. On n'a pas oublié un vecteur essentiel. Donc cette obligation déontologique d'ouverture, c'est quelque chose que nous avons en propre. Et une deuxième chose que nous avons en propre, c'est l'impartialité. Je prends un exemple, et je m'arrêterai là. Il y a en ce moment, comme vous le savez, son documentaire sur l'autisme qui présente des opinions de psychanalystes et qui ensuite, en complément, présente l'opinion des neurosciences actuelles sur la question de l'autisme. Alors bien sûr, là aussi, ce sont aux neuroscientistes, évidemment aux psychanalystes, s'ils choisissent d'argumenter rationnellement, de se disputer, de se mettre d'accord ou pas d'accord. Et sans eux, nous ne pourrions rien faire. Mais ce que nous avons, c'est là aussi l'obligation et le devoir d'être impartiaux dans cette affaire-là. Et en réalité, nous sommes dans une position de sage. Il faut bien reconnaître. Alors, c'est très difficile d'être un sage, c'est une fonction très lourde à porter, mais c'est notre responsabilité. Donc, je pense que dans ces questions d'application à la société, ce que nos amis au féminin anglophones appellent socially and politically relevant philosophy of science, nous avons, par rapport aux scientifiques d'une part, par rapport aux spécialistes de sciences humaines et par rapport aux essayistes, politologues, faiseurs d'opinion, ce double avantage d'avoir comme obligation professionnelle l'ouverture et l'impartialité. Je m'arrête. Pardon. Oh là là, j'ai parlé. Merci Daniel. Non, tu as respecté le temps. Donc comme annoncé, on ne va pas commencer la discussion. Chacun présente son exposé et on ne discute qu'à la fin. Donc je passe immédiatement la parole à Jacques Dubux, qui est directeur de recherche au CNRS, membre de l'IHPST et qui est à présent également à la DGRI
Et je te passe la parole tout de suite, Jacques. Je vais vous proposer quelques réflexions qui sont hétérodoxes et que je vais rendre le plus hétérodoxe possible. Non seulement parce que j'ai une dilection particulière pour le dissensus, mais parce que il y a ce que disait Descartes sur la manœuvre à opérer pour parvenir à redresser un bâton qui est tordu, qui n'est pas seulement le tenir droit, mais après ça revient dans l'équilibre. Le domaine de la philosophie des sciences, me semble depuis une dizaine d'années en France, a été marqué par un processus double, et d'ailleurs les deux composantes sont évidemment corrélatives, de désagrégation par rapport à un état précédent où la philosophie des sciences était immergée dans une sorte de nexus dont chacun connaît les caractéristiques, encore qu'elle n'ait pas été décrite de manière systématique, qui était un nexus, en gros, dans lequel ce qu'on appelle dans l'Hexagone l'histoire des contenus conceptuels, ou bien l'histoire conceptuelle des contenus scientifiques, ou bien d'autres appellations voisines, était matinée de considérations textologiques. Il y a eu, chacun le voit bien, encore que la description systématique devrait en être faite, à mon avis, d'un point de vue récurrent, une configuration bien de chez nous, marquée par des très grands noms, Foucault, Canguilhem, pour donner quelques noms les plus éclatants. Et cette configuration est en train, sous nos yeux, de se défaire. Naturellement, elle survit. Elle survit pour des tas de raisons, certaines tout à fait, je dirais, endogènes, c'est-à-dire qu'après tout, il y avait là de grandes idées, et il est normal que dans leur sillon, des oiseaux picorent, comme lorsqu'on voit ces oiseaux blancs qu'on appelle des pique-bœufs, qui suivent les charrues et qui ont déterré quelques vers de terre. Et puis il y avait aussi des raisons qui, dans notre pays particulièrement, garantissent la stabilité de ce qui, une fois, a été. C'est-à-dire qu'une fois qu'un certain paradigme s'est déployé, ce déploiement a eu aussi des visages institutionnels. Les tenants de ce paradigme opèrent dans les institutions pertinentes, assurant ainsi la survie, alors même que, pour paraphraser le mot fameux de Berlinguer à propos du marxisme, alors que même que la force propulsive du paradigme considéré s'est éteinte. Donc il y a eu une certaine perpétuation, on n'a pas encore fini, mais l'image qu'évoque cette persistance est à certains égards comparable à ce qui se passe avec le fameux, bien connu phénomène des étoiles, dont on voit encore la lumière, mais qui ont cessé fondamentalement d'être actives au sens astronomique depuis bien longtemps. La philosophie des sciences en France, et en particulier au sens où la société de philosophie des sciences, de certaine manière, on a accompagné le mouvement. La manière dont la philosophie des sciences en France s'est constituée a été de détachement par rapport à cette complexion française. Bien entendu, c'est d'un détachement relatif qu'il s'agit, il s'agit de desserrer les nœuds. Nul au resco referens n'a adopté à cet égard la politique du nœud gordien qu'on ne pourrait que trancher, mais néanmoins, nous voyons s'éloigner les continents, pour parler comme on parlait à l'époque althussérienne, les continents de l'histoire des contenus conceptuels et le nouveau continent qui est en train de se dessiner maintenant et qui est la philosophie des sciences. C'est une tectonique des plaques, et
finalement, chacun sent bien qu'on n'arrivera pas, on n'arrivera plus. Il y a un phénomène de ce que les juristes appellent des lois constitutionnelles à cliquer, c'est-à-dire, une fois que c'est passé, on ne peut plus revenir. Et la jeune génération, son talent et son impetus propre, auquel faisait référence Daniel Handler, garantissent de toute façon que ça ne sera plus jamais la même chose. Ça, c'est bien connu. En revanche, ce sur quoi je voudrais insister, c'est quelque chose que ce relatif éloignement, au sens où avant il y avait la Pangée, pour parler comme Wigner, et puis maintenant ça s'éloigne un petit peu, a permis quelque chose qui n'émerge pas encore, et qui nous incombe, je crois, de faire émerger de manière solide, de manière rationnelle et réfléchie. C'est-à-dire de nouveaux rapprochements de la philosophie des sciences, entendue au sens désormais spécifique que je viens de dire, avec d'autres domaines de recherche qui sont en train d'advenir. Et je voudrais dire quelques mots de ceci dans cette table ronde, en ayant particulièrement à l'esprit une question qui, désormais, à l'heure actuelle, me préoccupe plus particulièrement, qui est la question de l'emploi l'emploi scientifique et l'emploi périscientifique des gens qui sont formés dans le domaine de la philosophie des sciences en France aujourd'hui. La configuration nouvelle qui est en train très, très doucement de se dessiner, et comme il ne s'agit pas de phénomènes naturels, à cet égard la tectonique des plaques est un mauvais guide, mais de choses que nous pourrions après tout impulser ou activer, la philosophie des sciences ainsi dessinée pourrait être articulée, et est en train de l'être dans certains endroits en Europe, de la manière suivante. L'entreprise scientifique, j'emploie le terme entreprise à dessein, parce qu'il y a des aspects de financement, il y a des aspects massifs là-dedans, au-delà même de la recherche de la vérité. L'entreprise scientifique est en train de changer de visage. C'est quelque chose qui a été décrit plus ou moins systématiquement par maints auteurs, qui suffisent par exemple de citer le grand livre de Stephen Wolfram, New Kind of Science, le fait que, par exemple, la science a désormais recours de plus en plus massivement à la simulation informatique, par opposition, par contraste avec la modélisation. Ceci pose des problèmes philosophiques. Ceci pose par exemple le problème de la désagrégation, quand on a une simulation, des principes qui ont présidé à son déroulement. C'est beaucoup plus difficile que quand il s'agit simplement d'isoler une hypothèse. Ça présente aussi un certain nombre de caractéristiques dignes d'attention de la part du philosophe, comme la possibilité, qui apparaît de plus en plus lointaine dans le cas de la science massivement computérisée, de remonter, si je puis dire, au premier principe. C'est-à-dire cette possibilité qui a toujours été dans la tradition occidentale, jusqu'à Bolzano notamment, posée comme absolument essentielle, la possibilité au moins de principe pour chacun de refaire le chemin sans se fier aux témoignages reçus d'autrui. Cette possibilité-là, la possibilité de principe de la totalité de l'arborescence scientifique d'être retracée par un seul, sans l'usage de lemmes, par exemple, dans lesquels nous fions aux résultats que nous tenons de nos prédécesseurs. Cette possibilité, dont le fantôme rôde encore dans certains secteurs, il me semble, j'ai toujours eu le diagnostic en théorie de la démonstration que la fascination pour l'élimination des coupures était
l'ultime avatar de ce genre de croyance, cette possibilité, en vérité, s'estompe et s'éloigne sans retour. Donc se pose le problème de l'expertise, le problème du témoignage, le problème de savoir, en fait, si nous sommes capables encore de tracer au sein de l'entreprise scientifique le genre de distinction que Platon estimait essentielle entre l'opinion vraie et la connaissance issue par d'autres routes que par le témoignage. À côté de ces problèmes-là, il y en a un sur lequel je voudrais attirer votre attention, qui est corrélé, mais néanmoins distinct du précédent. Il y a dans les changements visibles de l'entreprise scientifique un certain type de modification que Helge de Wotny, qui est la présidente du European Research Council, a décrit dans son vocabulaire en disant qu'on passait désormais à une science en mode 2. Hein, comme il y a un Web 2.0, il y a peut-être un Socialine 2.0, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une science, en mode 2. C'est une science dans laquelle les routes sont, pour ainsi dire, brouillées. C'est-à-dire que s'y posent des problèmes qu'on pourrait appeler des problèmes de cartographie. Moins que jamais, on est en mesure de se référer de manière plausible au fameux dogme aristotélicien de l'incommensurabilité des genres. C'est-à-dire que la question que vous posez et les termes dans lesquels vous la posez définissent le genre de concepts, de procédures et de méthodes qui sont mobilisables de manière licite pour progresser sur ces questions. La situation, désormais, est totalement différente. Il y a, pour le dire de manière à peine emphatique, une sorte d'imprédictibilité des méthodes, des concepts et des configurations de recherche qui sont requis pour progresser sur une question, en imprédictibilité au vu de la donnée de la question. La question ne permet plus de prédire ce qu'il convient de faire ou de mobiliser ou de configurer pour la mettre en route. Jusqu'à présent, cette difficulté, qui n'est pas souvent énoncée dans les termes philosophiques que je viens d'utiliser, cette difficulté est appréhendée comme une complexification d'ensemble et une complexification relativement indiscriminée de l'entreprise scientifique elle-même. Et la réponse que certains tendent à y apporter est la suivante: le pilotage ou le management, comme on dit, de l'entreprise scientifique doit être désormais une affaire hautement professionnelle. Il existe des cursus qui se mettent en place et avec toutes les apparences de la légitimité et en vérité une bonne partie de la réalité de la légitimité pour former des gens qui piloteront, comme on dit dans le Volapük bruxellois, les programmes scientifiques, qui iront discuter avec les partenaires européens pour s'arranger pour déterminer telle ou telle opération scientifique. Cette professionnalisation du pilotage de l'entreprise scientifique, et donc, ça vient. Non, pardon, ça vient. Non, je m'excuse, j'ai peut-être été trop long, je conclue. En plus, j'ai une proposition relativement concrète à faire après avoir évoqué Platon et Hermann. Actuellement, cette professionnalisation du management de l'entreprise scientifique pourrait avoir, par exemple, pour conséquence concrète, le fait que les présidents d'université ne soient plus des universitaires. Parce que c'est devenu effectivement une tâche extrêmement compliquée et que ce sont des remarques notoires et largement disséminées que les compétences qui font un grand scientifique ne sont pas forcément les compétences qui sont nécessaires pour piloter des instances de plus en plus vastes. Le genre de choses que je préconiserais pour ma part est, si je puis dire, d'infiltrer massivement des philosophes des sciences dans les processus et les cursus qui se mettent en route. Il me semble que, indiscutablement, on devrait considérer que la complexification des métiers
qu'on ne peut pas appeler d'accompagnement, mais disons de management, pour employer ce terme que Bernard Larouturou aimait à employer et dont il s'excusait d'user en le prononçant management. Le management de la science devrait, de manière efficace et plausible, impliquer des gens formés dans le domaine de la philosophie des sciences. Merci et pardonnez-moi pour ma longueur. C'est très bon. Merci Jacques. Je vais passer immédiatement la parole à Jean Gaillon, qui est professeur à l'Université de Paris 1 et qui dirige l'Institut d'Histoire et Philosophie des Sciences et des Techniques. Merci Thierry. Chers sociétaires, chers amis, je ne vais pas développer un argument en forme, je vais faire 11 propositions. Voici comment j'ai procédé. Je suis parti de l'idée que je ne me sentais pas capable de dire ni ce qu'était la philosophie des sciences, ni ce qu'elle allait devenir, ni ce qu'elle devrait être. Je ne sais même pas si quelque chose que je connais un petit peu comme la philosophie de la biologie existera encore dans 30 ans. Ça, c'est à destination des jeunes. Soyez assez souples pour vous réorienter. Je ne sais pas non plus dans 30 ans si philosophie des sciences, ce sera même encore un mot qui rend un sens, au sens d'une étiquette disciplinaire. Bien sûr, les philosophes s'occuperont encore de la science. Philosophie des sciences au sens d'une discipline hybride telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec des clivages d'écoles que nous connaissons aussi, je n'en sais rien. Donc pour paraphraser un philosophe célèbre qui donnerait de l'urticaire à certains d'entre vous si je le citais, il a ouvert un jour une conférence en disant « Les scientifiques, les philosophes échangent des arguments, les scientifiques échangent des renseignements. » Alors moi, je vais faire du renseignement, mais au bas des pâquerettes. Comme je ne savais pas trop quoi faire, j'ai discuté avec pas mal d'entre vous, dont un certain nombre de présents dans la salle, pour savoir ce qui serait important de dire aujourd'hui. Donc je vais dire beaucoup de banalités, autrement dit des idées transversales, et qui seront peut-être d'autant meilleures qu'éventuellement, elles seraient partagées. J'ai d'ailleurs été frappé de voir ce matin qu'en conseil d'administration, bon nombre des choses que j'avais l'intention de dire cet après-midi, elles ont été épuisées dans notre conseil d'administration de ce matin. Donc je vais être très pragmatique. Je vais partir de choses extrêmement concrètes de la philosophie des sciences dans notre société, dans ce pays, dans notre métier, pour aller vers des choses un tout petit peu plus abstraites, mais à peine plus. Je vais faire des propositions de nature institutionnelle, les plus concrètes, puis passer à des propositions de nature thématique, sur ce dont on pourrait bien pouvoir parler de nouveau en philosophie des sciences, et enfin une proposition méthodologique. Alors, proposition institutionnelle, comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans cet atelier, dans philosophie des sciences, il y a science et il y a philosophie. Nous devons aller davantage, première banalité, mais bonne à dire, nous devons aller davantage vers les scientifiques. Pas simplement par nos objets de recherche ou par nos programmes de recherche, mais en nouant des rapports institutionnels avec eux, en militant pour cela. J'indique 3 moyens parmi d'autres. Je crois que notre société devrait organiser une école thématique de philosophie des sciences pour non-philosophes. Si elle était capable de faire ça dans les années à venir, elle répondrait sans doute à une grande demande et ce serait une manière intelligente de recruter. Deuxièmement, nous devons attirer davantage de scientifiques dans notre société comme membres actifs. Nous devons aussi nouer des rapports avec les sociétés savantes. C'est un objectif permanent de cette société. Société de mathématiques, de physique, d'économie, de biologie, etc. Nous devons aussi œuvrer pour la création de postes de philosophie des sciences. Je deviens philosophie des sciences en contexte universitaire scientifique. Ne pas laisser le champ aux seuls historiens, aux sociologues, aux anthropologues, aux politologues et aux économistes de la science. J'ai déjà fait 3 propositions. Pour en rester au plan institutionnel, nous devrions, là je rejoins totalement Daniel, éviter que le fossé entre philosophie tout court et philosophie des sciences ne s'approfondisse.
La philosophie des sciences a toujours eu un statut hybride, personne n'est capable de dire exactement ce que c'est, sauf que c'est au moins une discipline organisée. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de nous couper de notre base, car, in fine, nous serions perdants. On ne peut pas se couper de notre base, ne serait-ce que parce qu'il y a un certain nombre de problèmes qui sont hautement philosophiques, je donnerai des exemples tout à l'heure, et où on ne sait plus trop si c'est de la philosophie des sciences ou autre chose. Une autre proposition institutionnelle qui tient à l'actualité, vous savez qu'on va enseigner la philosophie sous des modalités un peu particulières dans les classes de première et de seconde dans les lycées. Vous savez aussi que des enseignements interdisciplinaires ou pluridisciplinaires plus exactement, avec des professeurs de plusieurs disciplines, sont mis en place dès cette année dans les lycées. Je pense que nous devons être présents sur ce terrain et savoir interpeller les professeurs de philosophie et les professeurs de sciences du secondaire. Je passe à mes propositions thématiques. Et encore une fois, tout cela est venu de conversations avec tel ou tel, ou éventuellement avec moi-même. Premièrement, la technologie. La limite entre la science ou les sciences et les technologies deviennent de plus en plus difficiles en termes de recherche. Entre la recherche appliquée, la recherche fondamentale, on parle maintenant de recherche finalisée. Jacques Dubuc a évoqué la simulation qui pose des problèmes tout à fait fascinants de ce point de vue. Il y a toute une zone à explorer. La philosophie des techniques est sous-développée. Et bien peut-être parce que les philosophes des sciences ne s'en sont pas assez occupés. Donc la technologie. Deuxièmement, il y a des domaines de sciences fondamentales qui sont très peu fréquentés. Alors mon idée n'est pas qu'on devrait occuper tous les secteurs scientifiques, on ne va pas doubler toutes les disciplines et sous-disciplines scientifiques de philosophes des sciences, ça n'a aucun sens, au moins faut-il que ce soit intéressant parce que des enjeux philosophiques seraient identifiés. Mais il y a deux grands domaines qui sont massivement absents. Regarde, vous voyez les programmes de la division de logique, méthodologie et philosophie des sciences tous les 4 ans. L'été dernier, il y avait 2 pages blanches pour philosophie de la chimie avec une conférence plénière et 2-3 commentateurs. J'ai cité une discipline, la chimie. Il y avait 2 pages blanches encore plus remarquables où il n'y avait rien du tout, c'était les sciences de la Terre. Je sais si c'est un enjeu, les sciences de la Terre aujourd'hui, par leur globalité en particulier. Alors, des thématiques telles que celle-ci, technologie, chimie, sciences de la Terre, nous voyons tout de suite qu'elles conduisent aux frontières de la philosophie théorique et de la philosophie pratique. Ça, c'est le grand interdit. La philosophie des sciences, c'est de la philosophie théorique. Oui, mais enfin, devrions-nous laisser à d'autres des thématiques telles que sciences et politique, sciences et démocratie, telles que on commence à les explorer dans ce pays, notamment à l'occasion des très beaux travaux de Stéphanie Ruffi. Devons-nous laisser tomber parce que ça nous exaspère et qu'on trouve quelquefois que ce sont des nuls qui le font? Est-ce qu'on doit laisser tomber le genre? Est-ce qu'on est incapable d'avoir dans ce pays des gens du calibre d'Evelyn Fox-Keller ou de très grands scientifiques qui s'aventurent sur une réflexion philosophique sur ce sujet? Et puis enfin un dernier thème, plus théorique, qui me semble être absolument urgent. La séparation de la philosophie des mathématiques et de la philosophie des sciences est un drame. Je ne vois pas pourquoi il serait éternel. On n'est pas obligé de rester sur des positions platoniciennes à cet égard. Je termine par une proposition méthodologique. En philosophie générale des sciences, la période post-Seconde Guerre mondiale a été dominée de manière écrasante par des débats fascinants et la construction aussi de concepts-outils qui sont indéfiniment remis en cause, mais indéfiniment utilisés. L'explication, la structure logique des théories, leur valeur référentielle, la réduction, les rapports entre histoire et philosophie des sciences. Tout cours de philosophie des sciences passe par là. Je pense qu'il y a beaucoup de concepts-outils qui ont émergé au cours des dernières années, des nouveaux problèmes qui sont à la frontière de l'ontologie des sciences et de la méthodologie des sciences, ou encore de ces deux domaines avec les pratiques scientifiques effectives que nous avons un peu trop tendance à laisser aux anthropologues et aux historiens. Je pense que nous aurions besoin aujourd'hui d'une mise au point, d'une cartographie de ce que sont les
les grands concepts outils, ceux qui sont totalement transversaux, dont on se sert aujourd'hui en philosophie des sciences, et d'en faire un bilan. Quels seraient ces concepts? J'ai quelques idées là-dessus, mais je n'en ai pas beaucoup, et par conséquent, je laisserai un grand point d'interrogation sur cette dernière question. Merci. Très bien, je passe la parole immédiatement à Catherine Laurent, qui est directrice de recherche à l'INRA. Oui, merci. Donc, dans un département qui s'appelle Sciences pour l'action et le développement. Ce qui fait qu'entre les trois postures qu'on nous a proposées, on n'entend pas ? Ah, vous entendez, mais personne d'autre, c'est ça ? D'accord, je vais essayer de parler plus fort, excusez-moi. Donc, entre les trois postures qu'on nous a proposées, celle du sage, celle du manager des scientifiques et celle de celui qui collabore avec les scientifiques, peut-être je vais me placer plus dans la perspective de celui qui collabore avec les scientifiques, enfin du philosophe collaborant avec les scientifiques. Et par rapport, quand j'ai lu la proposition de table ronde sur les directions que pourrait prendre la philosophie des sciences, la direction qu'on pourrait prendre dépend évidemment de là où on veut aller. Donc en fait, je me suis plutôt interrogée sur là où il était intéressant d'aller pour moi, pour nous, enfin dans le groupe de recherche auquel je travaille. Ce faisant, c'est pas du tout une présentation, ce sont vraiment des réflexions très personnelles. Sachant que si la question de là où on veut aller ne se pose pas, évidemment, toutes les directions sont bonnes et toutes les idées sont toujours intéressantes à prendre. On a beaucoup d'exemples de recherche qui se passent comme ça. Je pense que pour l'avenir de la philosophie des sciences, comme pour celui des autres sciences, la première chose à dire, pour éviter tout malentendu, c'est qu'à mon avis, il vaut mieux avoir une coexistence de différentes façons de faire de la recherche. C'est-à-dire que autant une philosophie appliquée, comme on vient d'en parler, m'intéresse, autant je pense qu'il est nécessaire que d'autres modalités de recherche philosophique coexistent avec ça, et que c'est vraiment notre réflexion, ma réflexion se positionne vraiment dans une perspective où cette coexistence est garantie. Donc si cette coexistence est garantie, là où je veux aller moi, et là où j'aimerais rencontrer des philosophes, c'est pour élucider les situations d'utilisation des résultats de la recherche dans la pratique. Parce que là, il y a vraiment, en effet, tout un tas d'enjeux nouveaux qui se posent, dont on a commencé à parler. Élucider des situations actuelles d'utilisation des résultats de recherche dans la pratique, alors c'est lié à mon activité professionnelle dans un institut de recherche appliquée, qui est l'INRA, et sur des thèmes de recherche qui, depuis plusieurs années, portent sur les ressources cognitives qui sont mobilisées dans les politiques publiques. Et en fait, j'observe alors les transformations dont on a déjà parlé, donc des transformations radicales sur les modes de production de connaissances que Jacques Dubuc a évoqué, auxquelles on peut rajouter l'augmentation exponentielle du volume de connaissances produites, le fait qu'une masse considérable de connaissances produites ne sont pas du tout utilisées, même quand elles sont d'excellente qualité, que les procédures d'évaluation, de vérification, enfin je dis autrement quelque chose que vous avez déjà dit, deviennent très difficiles, et souvent problématiques, et que ça ne pose pas seulement des problèmes philosophiques sur comment on assure la traçabilité des résultats, ça pose aussi des problèmes très, très, très concrets sur la fiabilité des résultats qu'on a pour la pratique. Et tout ça pose un problème qui est que finalement la recherche scientifique devient une boîte noire pour les scientifiques, pour les utilisateurs de connaissances, que ce soit les décideurs, les chercheurs, et tout autre type d'acteurs. Et je pense que ce n'est pas très bon que ça soit une boîte noire, d'autant qu'en même temps, on a un recours accru à des connaissances issues de cet ensemble des connaissances qui sont donc issues de la recherche pour concevoir des politiques, et qu'on observe qu'un grand nombre de politiques dans le domaine de la santé, de l'environnement, de l'alimentation, de l'agriculture, et j'en passe, ont un contenu prescriptif de plus en plus, normatif de plus en plus fort, qui repose sur des connaissances dites scientifiques. Et ces connaissances ont des limites de validité très rarement explicitées.
Donc il y a un véritable problème qui ne résulte pas, je pense, de la volonté des concepteurs de politique publique de tromper ou de simplement mobiliser des connaissances ad hoc pour leurs projets, mais qui fait que précisément, il y a une difficulté réelle à utiliser les résultats de la recherche maintenant et à évaluer la qualité des connaissances qu'elle produit. C'est porteur d'enjeux nouveaux. Alors on l'a dit, ça pose des problèmes de fond sur ce que sont, parce que c'est un fonctionnement de la recherche et de la relation science-société qui est porteur intrinsèquement de principes de gouvernement qui ne sont pas du tout anodins, où on a des principes de gouvernement qui sont régis par des connaissances, mais en même temps, ces connaissances ne sont pas accessibles à la majorité des gens. Ça pose des problèmes sur les choix qui sont faits, les risques de verrouillage technologique très grands, accrus qu'on voit se mettre en place dans différents domaines. Et sur le fonctionnement même de la recherche et l'aptitude à produire des connaissances scientifiques, qui est des procédures de validation explicites et qui garantissent la qualité des recherches à venir. Si je reprends par exemple l'exemple d'Elgan-Whitney dont on a parlé, le mode 2 de production de connaissances préconise, quand il est utilisé de façon normative, d'avoir des approches transdisciplinaires en associant scientifiques et partenaires non académiques. Ce qui peut être très intéressant, sauf que dans la pratique, quand des partenaires non académiques paramètrent des modèles ou donnent des variables qui doivent être utilisées dans des modèles de décision, c'est fondé sur des opinions et c'est une boîte noire, on ne sait pas bien sur quoi se fonde ça. Donc les connaissances produites peuvent être utiles pour l'action, en revanche, pour fonder de nouvelles démarches scientifiques, ça pose un vrai problème, c'est un peu une impasse du point de vue de la recherche. Donc il y a plein de problèmes qui se posent. Et donc moi ce que j'ai envie, c'est de rencontrer des philosophes dans un espace de réflexion où on pourrait ensemble aborder ces champs de préoccupation. Alors des champs de préoccupation sur la question de la qualité des connaissances utilisables pour l'aide à la décision, en poursuivant, alors là, bon, il y a déjà eu des réflexions là-dessus, notamment il y a eu toute une série. Anne Fagolargeau a beaucoup travaillé là-dessus, et a eu une réflexion éclairante pour beaucoup d'entre nous. Il y a toutes les réflexions sur Evidence for Use au Royaume-Uni, il y a toutes les réflexions sur les structures causales de Natalie Cartwright. Enfin, il y a dans l'épistémologie américaine et dans l'épistémologie sur la pluralité des sciences, il y a énormément de choses. Mais on est loin d'avoir encore tous les cadres conceptuels qui permettraient d'expliciter les situations actuelles et peut-être de créer ce que Jean Gaillon appelait des concepts-outils qui soient adaptés aux situations présentes, qui sont des situations qui ont des caractéristiques particulières. Notamment aussi, parmi ces concepts-outils, créer des réfléchir aux métaconnaissances qui peuvent être produites pour rendre plus intelligible le paysage des sciences, y compris la diversité des théories qui coexistent au sein des disciplines, pour expliciter leurs angles morts pour la pratique, évaluer les possibles complémentarités également pour la pratique, en dépit des contradictions théoriques. Autrement dit, informer mieux et plus complètement ce qui fait la différence d'une réflexion philosophique sur la production scientifique et d'une réflexion philosophique sur l'usage de connaissances scientifiques pour la pratique. Parce que je pense qu'il y a là un saut périlleux qu'il convient de négocier en s'aidant mutuellement. Ça veut dire de traiter la pratique dans sa complexité, donc sans abandonner l'analyse des rapports externes à la sociologie des sciences ou à une sociologie des sciences non différenciationniste. Donc tout cela suppose de se donner des rendez-vous donc dans un espace de réflexion. J'avais écrit, avant de venir ici, dans un espace de réflexion où les philosophes des sciences n'ont pas une posture de surplomb. Et je suis un petit peu gênée par la posture du sage que tu as décrite, Daniel. Et j'entends bien aussi l'idée qu'il faut que les philosophes des sciences infiltrent toutes les positions de management de la science, mais ça me paraît pas suffisant. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité de collaboration où les
les philosophes des sciences se confrontent avec les scientifiques à toutes les aspérités, y compris dans le détail, des situations présentes vraiment de construction de la science. Donc au plan institutionnel, eh ben oui, comment créer un espace de réflexion qui soit ouvert aux philosophes des sciences, mais aussi aux scientifiques et peut-être à d'autres utilisateurs de connaissances issues de la recherche. Donc on retombe sur une des propositions de Jean Gaillon. Un espace où il y a une acceptation de la pluralité des théories au sein des disciplines et de la diversité des démarches. Et il y a en ce moment des sociétés savantes, moi en tout cas j'appartiens à 2 sociétés savantes, la Société d'économie rurale et l'Association française d'économie politique, où le principe du pluralisme théorique est remis en avant et où ce sont des questions qui redeviennent des questions vives. Un espace qui contribue à promouvoir, et ça c'est très important pour moi, à promouvoir et défendre l'intégrité de la science et de ses usages, notamment en promouvant un usage responsable de la science dans les politiques. Et dans une discussion récente avec Daniel Landler, il me disait « tu as l'air en colère quand tu parles de la science ». C'est vrai que je suis assez en colère quand j'observe des usages non responsables de la science dans la politique, et je pense qu'il y a là une véritable question. Ah pardon, oui, j'avais mis mon... Et est-ce que pour autant on sortirait du champ académique qui nous paraît être un champ souhaitable et le champ de l'excellence académique, enfin d'une excellence au sens d'une science intelligente et d'une réflexion intelligente et utile? Je ne crois pas. En fait, ces différentes choses que je viens d'énoncer sont les missions que se donne par exemple l'Association américaine for the Advancement of Science, qui publie la revue Science. Et ce type d'association, nous ne l'avons pas en France, c'est-à-dire une association qui, à la fois, soit une association pluridisciplinaire qui associe scientifiques et philosophes des sciences, qui se donne pour mission un usage responsable de la science dans la politique, et qui associe donc des approches transversales et des approches transdisciplinaires. Moi, je trouve que c'est un modèle auquel nous devrions réfléchir, qui est évidemment différent et complémentaire de celui de la Société de philosophie des sciences, mais en tout cas sur ces possibilités de lieux de réflexion transversaux, je suis tout à fait prête à participer. Voilà. Eh bien, merci Catherine. Je passe la parole immédiatement au dernier intervenant en parole alphabétique, à savoir Maël Lemoine, qui est maître de conférence en philosophie des sciences à l'université de Tours. Merci Thierry. Alors, je m'en excuse par avance, je vais un petit peu tordre le sujet, en fait même beaucoup tordre le sujet l'avenir de la philosophie des sciences, puisqu'en fait je vais parler plutôt du passé immédiat et de la philosophie d'une science dont, à vrai dire, on n'est même pas forcément obligé d'être tous d'accord sur le fait que ce soit une science, à savoir la médecine. Pourquoi ? Essentiellement parce que je me sentirais bien incapable de développer des choses plus générales que ça, et c'est un champ auquel se limitent mes connaissances. Alors, je dirais, peut-être qu'on peut y voir d'ailleurs un exemple de quelques-unes des problématiques plus larges que rencontre la philosophie des sciences, certainement. La première chose, je dirais, qui est frappante dans ce domaine de la philosophie de la médecine, la philosophie des sciences médicales, il faudrait dire, on dit en français épistémologie de la médecine, c'est le fait qu'il y a d'abord un problème qui est celui de se démarquer de la philosophie de la biologie. Je dirais d'une manière générale, en tout cas actuellement. Et se démarquer de la philosophie de la biologie et se démarquer de la philosophie des sciences en général. C'est-à-dire essayer de faire de la philosophie de la médecine sans simplement transposer des problématiques qui sont élaborées dans le champ plus large de la philosophie des sciences ou de la philosophie de la biologie. Pour donner quelques exemples très simples, on peut trouver dans certains livres éventuellement récents sur la philosophie de la médecine des développements ou articles, des développements généraux sur l'observation dans les sciences et qui semblent être appliqués directement à la médecine sans tenir compte d'une quelconque originalité de ce champ. C'est-à-dire l'observation en médecine, c'est quoi ? C'est où ? On peut prendre quelques exemples, mais si c'est pas pour en tirer quelque chose d'original, ça n'a pas tellement d'intérêt de le faire. Donc ça, c'est le premier piège, je dirais.
ou alors des problématiques tirées de la philosophie de la biologie, comme par exemple la thématique des natural kinds, qui a été tout simplement souvent, je trouve, ou en tout cas trop souvent, transposée en médecine, plutôt qu'on a cherché en médecine un endroit où cette question se pose de manière originale ou particulière. Deuxième remarque, il me semble que la philosophie de la médecine souffre aussi d'un... Alors, est-ce que c'est un problème de quantité, de masse critique, de quantité d'acteurs dans ce champ, mais d'une certaine dispersion qui est visible au niveau, par exemple, des revues où les publications se font, c'est-à-dire qu'il y a des revues consacrées à la philosophie de la médecine, mais elles sont souvent très thématiques. Elles regroupent des petites communautés de chercheurs, enfin ces communautés existent, c'est déjà ça. Et les problèmes, comme je crois ailleurs en philosophie des sciences, évoluent, enfin les problèmes, disons, qui sont considérés comme chauds, évolue à une grande vitesse. Par exemple, le problème historiquement sur lequel s'est constituée la philosophie de la médecine est peut-être celui de la définition de la santé et de la maladie, et le débat qui s'est constitué autour entre naturalistes et normativistes, autour du texte de Bourse. Christopher Bourse. Ce débat aujourd'hui est pas éteint, et pas clos, il reste actuel, mais il est passé très clairement au second plan, et je vais très rapidement, disons, distinguer, évoquer trois thèmes qui me semblent être aujourd'hui, je dirais aujourd'hui au sens de les 5 dernières années, ou les 6 dernières années, qui semblent prendre le devant de la scène. Le premier, c'est la question de ce qu'on appelle en médecine EBM, Evidence-Based Medicine, la médecine fondée sur les preuves, qui est sans doute le thème qui fait travailler le plus de philosophes aujourd'hui, et le plus les philosophes aujourd'hui, dans ce champ-là. Le deuxième, c'est le thème de la philosophie de l'épidémiologie, une discipline qui est en train de se constituer également de manière très rapide. Et le troisième exemple que je prendrai, c'est celui de la philosophie de la psychiatrie, sachant qu'il y a souvent peu de contact entre les gens qui travaillent par exemple en philosophie de la psychiatrie et ceux qui travaillent en philosophie de l'épidémiologie ou en philosophie ou qui philosophent sur cette question de l'IBM. Néanmoins, s'est constitué il y a quelques années, enfin très peu de temps, 2-3 ans, une table ronde internationale de la philosophie de la médecine, c'est une initiative heureuse, qui est extrêmement dynamique et qui regroupe des gens du monde entier, et dont un des résultats principaux, c'est bien sûr des réunions régulières, mais également un manuel qui, je dirais, est presque le premier manuel de philosophie de la médecine qu'on peut trouver. C'est pas vraiment c'est pas un manuel au sens d'un textbook, c'est vraiment un manuel au sens de contribution originale, mais qui commence à donner vraiment l'idée d'une unité de ce champ de la philosophie de la médecine. Donc c'est très intéressant. Il est dirigé par Fred Gifford c'est le volume 16 du Handbook of Philosophy of Science. C'est le volume est paru cette année 2011, Philosophy of Medicine. Voilà, pour les revues, je l'ai dit, c'est dispersé à ce point qu'on trouve des publications dans des revues philosophiques et aussi des publications dans des revues médicales. C'est souvent assez... c'est difficile de... Voilà, je dirais qu'il y a aussi un troisième problème, c'est la place très importante qui est faite à l'éthique en philosophie de la médecine, qui a tendance à écraser la philosophie des sciences dans ce champ très particulier. Un exemple très simple, une revue s'est constituée à la fin des années 90 qui s'appelle Medicine, Healthcare and Philosophy, qui était au départ une revue intéressante qui l'est toujours, mais qui a changé de thématique, autour de la question de la définition de la santé et de la maladie, et qui a glissé très rapidement vers des thématiques éthiques qui occupe quasiment la totalité de la revue aujourd'hui. Même chose, et là c'est encore plus symptomatique, il y avait une revue qui s'appelait Theoretical Medicine, qui existe depuis assez longtemps, et qui s'appelle maintenant Theoretical Medicine and Bioethics, et qui a changé également donc c'est très... Voilà, c'est pas nécessairement un problème, mais étant donné qu'il y a certaines thématiques en philosophie des sciences médicales qui sont indépendantes de l'éthique médicale, il y a tout de même cette difficulté à se faire entendre. Auprès des médecins aussi, d'ailleurs, je le dirais, parce que les médecins ont souvent peu d'idées de ce que c'est que la philosophie des sciences médicales, ou qu'il en existe une. Pour eux, les philosophes s'intéressent tous à l'éthique.
Alors, les problèmes, les thématiques que j'ai évoquées, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais peut-être dire deux mots, puisque c'est un thème qui a été abordé plusieurs fois, des collaborations qui existent parfois dans ce champ-là entre philosophes et médecins. Je vais en donner peut-être 2-3 exemples. Le premier exemple, autour de cette question de l'evidence-based medicine, un philosophe en particulier, qui s'appelle Jeremy Howick, qui vient de publier un livre qui s'appelle Philosophy of Evidence-Based Medicine, a publié des articles conjoints de travail sur la méthodologie de la médecine avec des médecins dans des revues médicales. C'est parce que ce sont des questions qui typiquement appellent le type de compétences que nous avons développées, même si, je pense qu'on doit rester modeste évidemment sur ces questions, mais dans la mesure où on a affaire ici à un mouvement, l'Evidence-Based Medicine, qui est tout de même assez jeune, qui date du début des années 90, qui est devenu extrêmement dominant, extrêmement fort en médecine en très très peu de temps. Il y a nécessairement des questions sur lesquelles on dirait que des fondements un peu bancals de cette mouvance pour lesquelles le philosophe peut être utile, et c'est ce que fait typiquement Howick. Alors ici, dans une perspective qui n'est pas vraiment impartiale, puisqu'il c'est un défenseur de ce mouvement, mais qui est très, très intelligent, et où là on voit vraiment à quoi peut servir un philosophe des sciences, en tout cas dans ce champ-là, si on se pose cette question-là. Voilà, autre exemple, donc des revues médicales qui ouvrent leurs portes à des numéros thématiques philosophiques. Par exemple, je crois que c'est ce mois-ci est paru un numéro spécial de la revue Preventive Medicine consacré à la philosophie de l'épidémiologie. Donc le titre est Causalité, risque et épidémiologie, je crois, et c'est un numéro entier ouvert à des philosophes et à des épidémiologistes. C'est intéressant, à des questions philosophiques autour de ces thématiques de la causalité. Voilà, et je vais dire un mot pour terminer de la philosophie de la psychiatrie, qui est un champ un petit peu, comme tous les autres, à part en fait, comme je le disais, c'est plus un archipel, ce domaine de la philosophie de la médecine, que vraiment une île ou un territoire en continuité avec d'autres territoires. Donc c'est assez frappant, mais je dirais il y a un renouveau de la philosophie de la psychiatrie après les thèses que nous connaissons tous de Michel Foucault et d'autres dans les fin des années 50 jusqu'au début des années 70. Il y a un renouveau à partir de la fin des années 90 et sur une période d'à peu près 10 ans. Beaucoup d'acteurs début des années 90 plutôt, beaucoup d'acteurs ont émergé, dont autour en particulier d'un nom qui est celui de Wakefield, un philosophe extrêmement dynamique et productif, et puis autour de... Alors, ici encore d'une actualité en sciences, à savoir la Constitution, ou l'importance cruciale donnée à l'entreprise du DSM, le manuel de psychiatrie dont à peu près tout le monde a entendu parler. Voilà, donc plusieurs auteurs se sont intéressés aux questions posées par le DSM et ont renouvelé radicalement, je dirais sous l'impulsion de ce travail original des psychiatres, ont renouvelé radicalement les problématiques posées par la psychiatrie selon eux. C'est-à-dire que ce n'est plus, on continue à tourner autour de la question de savoir si un trouble mental est vraiment une maladie ou n'en est pas une, ou une maladie à part, etc. Mais la manière de poser les questions a été renouvelée par cette entreprise. Voilà, même si les questions sont encore un petit peu les mêmes. Voilà, donc là je laisse dans l'ombre c'était vraiment 3 exemples que je voulais prendre pour donner quelques remarques un petit peu éparses. Il y a bien sûr d'autres questions qui sont posées en philosophie de la médecine, j'en cite quelques-unes pour mémoire. Il y a un certain renouveau autour de la question de l'ontologie des maladies. C'est une question, qu'est-ce qu'une maladie? Quel genre de réalité est une maladie? C'est cette question-là. Bien sûr, une évolution aussi de la réflexion autour des concepts de santé et de maladie face à l'émergence des thèmes du handicap et de l'enhancement, l'amélioration humaine. La question du lien ou du rôle de ce qu'on appelle la médecine darwinienne ou la médecine évolutionnaire. Et nombreuses autres thématiques qui, disons, soit émergent, soit continuent à exister au second plan. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Avant de passer la parole aux conférenciers et puis au public pour discuter maintenant, débattre, mais sans du tout vouloir monopoliser la parole, c'est absolument pas ma fonction ni mon envie, je voudrais commencer tout de même par remercier, ce que je n'ai pas fait du tout au début, mais ça prend plus de poids je crois maintenant, par remercier les orateurs d'avoir osé affronter le sujet. Parce que j'avoue que nouvelle direction en philosophie des sciences, il faut quand même avoir un courage assez remarquable pour oser intervenir sur un tel sujet. Moi, il me semble qu'est apparu, genre je ne vais pas faire une sorte de résumé ou de synthèse, hein, j'en suis non seulement incapable, mais en plus ça ne présente pas d'intérêt, le mieux c'est plutôt de discuter. Mais malgré tout, il me semble que ce qui est apparu, c'est la nécessité de penser les nouvelles manières de produire des connaissances scientifiques, d'une part, les nouvelles manières, les nouveaux enjeux de la pratique ou de l'utilisation pratique des résultats scientifiques. J'ai le sentiment que ce sont ces deux axes qui ont dominé et qui nous conduisent finalement à interroger la fonction sociale de la science ou les rôles sociaux de la science. Pour le dire très largement, les rapports science-société. À ce sujet, j'ajouterai juste une petite remarque, c'est qu'il me semble également souhaitable, on n'en a pas parlé mais ce n'est pas du tout un reproche, hein, de penser à un renouvellement de l'épistémologie des sciences sociales. Voilà, en tout cas, ce qui apparaît, je pense de façon très manifeste, c'est que du même coup, d'après donc les exposés qui viennent de nous être présentés, eh bien, il n'y a pas à craindre de chômage pour les jeunes philosophes des sciences, parce qu'il y a du pain sur la planche, en quelque sorte. Alors, il y a peut-être des problèmes de chômage institutionnel, hein, mais j'entends philosophiquement. Voilà. Après, les questions institutionnelles sont différentes. Eh bien, qui veut ouvrir? Juste. Ah oui, pardon, j'en ai un. Oui. Non, juste parce que là, je me suis senti piqué au vif par la remarque de Catherine. Mais Catherine et moi, on collabore depuis longtemps et c'est comme ça qu'on travaille. Chacun attaque l'autre violemment, mais on s'entend très bien et on collabore justement. Donc, j'ai passé mon temps de philosophe des sciences, il n'a pas toujours été philosophe des sciences, à dire attention, surtout pas de la vieille philosophie des sciences où le philosophe est en surplomb. Alors me voir renvoyer à mon âge cette image du philosophe des sciences en surplomb, c'est difficile pour moi à avaler. Non, bien sûr, quand je disais le philosophe des sciences a une certaine impartialité, je me suis laissé aller à prononcer ce nom de sagesse parce que je travaille sur la sagesse pratique en un sens extrêmement, comment dire, ras des pâquerettes de la sagesse. C'est une certaine pratique en quelque sorte d'impartialité et de recherche de conciliation et d'équilibre dans des situations complexes. Et ça s'apprend. Donc c'est pas le truc où le sage est en quelque sorte en position de surplomb, c'est tout le contraire. Et bien sûr, pour exercer ce genre d'expertise, si vous voulez, expertise est objectivité, expertise est partialité, expertise est ouverture à tous les champs pertinents, d'où le pluralisme, ça implique bien sûr de travailler, d'être au coude à coude avec les scientifiques. Et bon, moi, par exemple, je l'ai fait dans les sciences cognitives pendant 20 ou 25 ans, et je continue d'être, dans une certaine mesure, au coude à coude avec les scientifiques. Maintenant, on travaille avec Catherine sur, justement, evidence-based. On rapproche evidence-based medicine, evidence-based education, qui est un peu mon thème maintenant, et evidence-based policy, qui est un thème que connaît bien Catherine. Donc, bien sûr, collaboration, la sagesse, c'est pas le surplomb. Mais bon, il y a dessous un problème un peu compliqué qui est le positionnement du philosophe là-dedans, qui ne peut pas non plus devenir une espèce de scientifique de seconde zone ou un simple serviteur, comme disait Locke, celui qui débroussaille pour le scientifique. Oui, c'est vrai que parfois il débroussaille, mais actuellement, vu ce que vient de dire notre président, vu ce que vous avez tous dit en fait, cette question en quelque sorte du déploiement et de l'utilisation et des conséquences pragmatiques de la recherche et du fait même de faire de la recherche et de faire des choix en matière de gouvernance, ça implique une responsabilité particulière. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. La discussion s'engage là. Je vais intervenir dans
un peu dans le même souci que celui dont Daniel Andia vient de faire preuve, c'est-à-dire je refuse de me voir imputer certaines thèses que je ne soutiens pas. Catherine Laurent a dit, a dénoncé une certaine posture en surplomb, celle du sage, et elle a ajouté, oui aussi, celle du manager de la science. Comme je crois que là, il y a un contresens, et en fait, on est d'une certaine manière au cœur de bien des questions, je voudrais en dire un peu plus, mais sur la base d'un exemple. Parce que je crois qu'il faut éviter de poser le problème en termes de qu'est-ce que vraiment, au fond, la philosophie des sciences, ou aussi en termes de la philosophie des sciences devrait penser X. L'expression comme penser X, penser Y, penser Z, non. Il y a des questions, et généralement, c'est mieux que puisse être exprimé avec un point d'interrogation, au sens. Voilà le point. Il y a une crise de l'énergie, et on essaie d'extraire du pétrole. Dans l'Ouest canadien, dans l'Alberta, il y a des mines extrêmement prometteuses, à cet égard, de sable bitumineux. La quantité de matériaux qui sera déplacée chaque année dans ces mines est égale à 3 fois la totalité des sédiments fluviaux du monde entier. Ça a des conséquences. Ça veut dire que nous avons affaire à un changement dans la science qui est non seulement un changement lié à la computérisation, etc., mais un changement qui est d'une certaine manière induit par ce dont la science s'occupe elle-même. On ne peut plus dire, Jean Gaillon faisait allusion aux sciences de la Terre, que les sciences de la Terre soient des sciences, si je puis dire, inhumaines. Il y a de larges chaînons dans les mécanismes causaux de la nature elle-même qui sont aujourd'hui occupés par l'action humaine. Les déterminants sont humains. Alors ça a un certain nombre de conséquences sur ce que j'appelais, et permettez-moi juste de les expliquer en un mot, parce que là il y aura le vrai sens de ce que j'entendais par insertion des philosophes des sciences dans les questions de management de la recherche. Je prends des exemples, je vais vous épargner l'ordinaire de mes jours qui est plein de chiffres et de sigles, mais il y a un énorme projet sur la Baltique qui est de même nature, qui est un projet de nature environnementale. On est inquiet pour la Baltique pour un tas de raisons qui sont exprimées en termes de dissolution, de présence de métaux lourds potentiellement toxiques. Dans la mesure où les déterminants de ces métaux lourds ne sont pas des déterminants naturels, il ne s'agit pas de quelque chose qui proviendrait des fonds marins, hein, et puis des grosses bulles de gaz ou que sais-je, mais de l'action humaine. On doit installer des configurations de recherche où collaborent des géologues, des chimistes et des spécialistes des croyances et de l'histoire et des représentations des populations riveraines. Parce que même si l'action humaine désormais joue un rôle causal énorme dans les phénomènes, par exemple, géologiques, en revanche, ça ne signifie pas que nous renoncions à expliquer l'action humaine en termes intentionnels, en termes de croyances et de préférences. Ce qui est aujourd'hui en chantier dans des projets de ce genre, c'est est-ce que nous sommes capables d'objectiver, en un certain sens, ce qui est qualitatif et subjectif? Puisque dans l'explication de l'action humaine qu'il s'agit d'étudier ou qu'il s'agit de changer, les déterminants sont non pas les inputs distaux, le taux de mercure, etc., mais les inputs proximaux, la manière dont la nature elle-même est perçue. Il faut faire travailler ensemble et sous un mode qui ne soit pas celui de la sociabilité académique. Ce n'est pas la question seulement de trouver des lieux de rencontre où les scientifiques et les philosophes trinquent allègrement. C'est la question de constituer des configurations de recherche mixtes. Ceci
on ne sait pas le faire en France, et on balbutie beaucoup pour le faire en Europe du Nord autour des projets sabatiques. C'est exactement dans ce genre de problématique, à ce genre de problématique que je voulais faire allusion en parlant du management. Il ne s'agissait pas évidemment de manager la science pour dire la science tu vas là. Enfin, non. Voilà, je tenais à dissiper ce malentendu. Oui, bien sûr. Non, je vous remercie d'avoir répondu et d'avoir pris avec bonne humeur mes provocations. Je pense que, c'est pas des provocations complètement gratuites parce que je pense que c'est vraiment le cœur du problème pour moi. Si on veut, à la longue, dans un assez court terme, pouvoir faire collaborer des scientifiques et des philosophes. Je pense qu'il y a vraiment à déminer beaucoup de choses. J'ai coordonné des programmes où j'ai essayé de faire venir, j'ai réussi à faire venir des philosophes et je sais les difficultés que ça pose. La première difficulté que ça pose, c'est que les scientifiques sont terrorisés. Parce qu'ils savent que tous les jours ils bricolent, qu'ils font des trucs et tout. Et les philosophes vont venir voir ce qu'on fait de près et ils vont bien se rendre compte qu'on bricole. Eh bien oui, ils vont se rendre compte qu'on bricole, mais c'est pas grave. Et puis, vice-versa, les philosophes en question étaient parfois terrorisés. Ah, mais ton machin, c'est tellement large, c'est sur l'environnement, il va falloir qu'on lise tout, j'ai pas le temps. On dit, mais t'inquiète pas, personne ne lit tout. Nous non plus, on lit pas tout. Ah bon, vous faites comment? C'est pas de la science? Mais si, c'est quand même de la science, voilà. Et donc, cet apprentissage réciproque des approximations de la pratique dans les domaines est quand même très important. Et c'est pour ça que le fait de dire... je pense que savoir qui est plus impartial ou plus sage ne me paraît pas la bonne façon d'entrer, quoi. Je pense que la question que tu poses est fondamentale, celle de l'interdisciplinarité. Et que comment on collabore dans l'interdisciplinarité, c'est très difficile. Tu dis, il ne faut pas servir, on n'est pas là pour servir les gens. Moi, l'expérience que j'ai de l'interdisciplinarité, c'est qu'on est toujours là pour servir les autres disciplines, on a toujours ce sentiment-là. Et si on n'accepte pas ça au départ, on est mort, quoi. Donc en fait, il faut aussi accepter ça. Il y a la question des sciences sociales. On a dit épistémologie des sciences sociales, et puis toi tu as dit tout à l'heure aussi, Daniel, finalement on est aussi bon que les sociologues, on peut marcher sur leur plate-bande. Il y a quand même une différence fondamentale entre un philosophe qui s'intéresse à des problématiques de sciences sociales et puis un sociologue. C'est qu'il y en a un qui a des dispositifs d'observation où ses idées, il les valide. C'est-à-dire qu'il a une idée, ça lui prend 5 minutes, et il a 1 an pour la valider, pour faire des enquêtes, pour aller voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Le philosophe, il a une idée, ça lui prend 5 minutes, et puis 5 minutes après, il peut avoir une autre idée, beaucoup d'autres idées. Donc, en termes d'idées, les scientifiques, ils sont morts, c'est sûr, ils en ont moins. Mais les 80% de temps nécessaires pour valider, c'est quand même très important. Et je pense que ça, c'est une différence qu'il ne faut pas perdre. Et c'est pour ça que j'ai réagi un petit peu sur le côté management. Parce qu'à l'INRA, on n'a pas un scientifique à la tête de l'INRA. Au CNRS, il y a tout un tas d'instituts de recherche qui ne sont plus gérés par des scientifiques. Et la discussion qu'on a, moi j'étais au conseil scientifique de l'INRA, je sais que la discussion qu'on a avec des gens qui managent maintenant, on dit manager, qui gèrent ces grands instituts de recherche scientifique, c'est précisément celle de ce temps-là, de ce temps nécessaire à la validation, à l'observation fine, et c'est un temps qui paraît souvent totalement fou vu de l'extérieur. Aussi bien pour les philosophes, j'ai pu le constater, que pour les gens qui ne sont pas des scientifiques. Et ils disent, mais attends, ton machin, tu l'as déjà vu 3 fois, ça sert à quoi de faire encore une réplication? Ça n'a pas de sens. Et il y a vraiment beaucoup de débats en ce moment sur la question de la réplication, sur la question de la vérification, sur la question des enquêtes. Moi, on m'a dit très récemment, il n'y a pas besoin de faire des enquêtes en exploitation agricole. On fait des jeux de rôle, on fait venir des acteurs, ils disent ce que sont les comportements des uns et des autres. Ça s'appelle la modélisation d'accompagnement. Il y a des tas de publications sur la modélisation d'accompagnement. Ça se fait en 1 semaine, là où une enquête, ça se fait en 1 an. Et donc, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles, pour les scientifiques, cette question de qui, à un moment, va avoir la décision et de sa connaissance intime du processus de la recherche et du temps nécessaire, elle importe. Donc voilà, donc mes provocations étaient un peu à cause de ça. Je vous remercie de les avoir prises. Je vais peut-être juste ajouter quelque chose sur cette question de la collaboration.
Ah oui, pardon, c'est vrai, je parlais que pour le micro, excusez-moi. Je disais, je voulais juste ajouter une petite chose à propos de la collaboration philosophe des sciences scientifiques. D'après ce que j'ai pu en voir pour ma part, le problème majeur qui se rencontre assez rapidement, une fois qu'on s'est un peu apprivoisé dans les manières de travailler, dans les manières de parler aussi, c'est la question du débouché en termes de publication. Ça vient très vite et c'est un problème qui en fait est assez dur à surmonter. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois solutions. Soit on publie dans une revue scientifique et donc il y a des codes et la philosophie risque d'être réduite à la portion congrue. Soit on publie dans une revue philosophique et là, en fait, on fait un peu notre travail. Nous, on est en terrain familier, mais c'est plus vraiment un travail mixte non plus. Soit chacun publie dans sa propre revue le résultat d'un travail commun. Et moi, je me suis confronté à ce problème-là et c'est pas facile de voir ce qu'on peut faire. On a essayé de faire plusieurs de ces solutions et c'est jamais très très satisfaisant. Et il n'existe pas beaucoup, en tout cas en philo de la médecine, et effectivement il n'y a pas vraiment de revue mixte, disons, pour publier ce genre de travaux. Moi j'aurais tendance à dire qu'il faut prendre aussi le problème par là, c'est un problème très pratique, mais j'ai l'impression qu'il faut le prendre par là aussi. Oui, puisque la star du jour, c'est Catherine Laurent, on va rebondir sur elle. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit sur le nouveau milieu de travail dans lequel le philosophe des sciences doit évoluer. Jacques Dubuc a fait référence au début de son exposé à une ancienne configuration. Il ne l'a pas dénommé, mais on pourrait appeler ça le milieu HPS. C'est-à-dire, ça a duré à peu près un siècle, où l'histoire des sciences et la philosophie des sciences allaient main dans la main. C'était un genre très particulier d'histoire, pas vraiment de l'histoire pour les historiens, et un genre très particulier d'histoire de la philosophie, pas vraiment de la philosophie pour les philosophes. Ça a très bien marché pendant un siècle. Et on est bien conscient que, il peut toujours y avoir place pour ce genre de travail. Moi, c'est tout ce que je sais faire de toute façon, donc ça continuera comme ça. Mais on sent bien que c'est fini, c'est mort. C'est mort. Bon. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes dans une autre configuration qui est la NPS. Ça n'existait pas il y a 5 minutes. C'est la nouvelle philosophie des sciences. Bon. Je pense que la nouvelle philosophie des sciences, la nouvelle philosophie des sciences, elle se profile dans un espace académique qui n'est plus un espace dual, histoire-philosophie, voire histoire-philosophie-sociologie, mais dans ce qui est né dans les années 60 à peu près sous le nom des science studies. Je ne dis pas spécialement les études sociales sur la science. Les science studies, c'est-à-dire un milieu que nous avons tous expérimenté un jour ou l'autre, et où nous nous rendions compte que c'est extrêmement stimulant et intéressant quand on a un problème nouveau en matière de science ou de technologie, d'avoir des scientifiques du domaine, des sociologues, des historiens, des philosophes. Prenez un problème, par exemple, comme la modélisation de réseaux. Si vous n'avez pas de mathématiciens, si vous n'avez pas de sociologues, si vous n'avez pas un certain nombre voire même de politologues, vous n'y comprenez rien. Ou alors simplement vous êtes un technicien d'un petit bout, vous allez dire moi je vais construire un algorithme pour. Mais justement le problème des réseaux, c'est que c'est beaucoup plus compliqué. Donc le milieu de la NPS, c'est un petit peu ça, c'est ce milieu des science studies où notre problème est de ne pas perdre notre âme. Ça, c'est pas difficile. Quand on a été formaté pendant 10 ans à la philosophie, tout ce qu'on sait faire, c'est de l'analyse de langage et éventuellement quelques prophéties. Bon, on ne sait rien faire d'autre, de toute façon, on sera toujours philosophe. Mais je pense qu'il nous faut apprendre à évoluer dans ce milieu-là sans perdre, au fond, l'âme du philosophe qui constitue quand même fondamentalement à disséquer l'usage de termes et à essayer de voir un petit peu ce qu'on veut dire. Oui. Non, il faut que tu prennes le micro parce que sinon on ne va pas t'enregistrer. Ouais. Tiens, et puis il faut que tu montes ta figure pour que tu sois... pour que je sois vu. Tu sois vu, oui.
Bien. Donc je voudrais donner une illustration en quelque sorte de ce qui vient d'être dit, à la fois sur la nouvelle philosophie des sciences, mais aussi la philosophie des sciences fait partie des sciences humaines et sociales au sens large, d'une extension de ce qu'on vient de dire aux sciences humaines et sociales en termes non seulement d'application à des problèmes sociaux, des problèmes qui se posent en ce moment dans notre société, mais en termes interdisciplinaires, pour rebondir sur ce que disait Jacques, sur la nécessité d'avoir une nouvelle organisation de la recherche. Et il y a un exemple qui est en train de se créer en ce moment, qui est un nouveau laboratoire qui est en train de se créer, qui s'appelle le laboratoire interdisciplinaire pour les énergies de demain, et qui me semble être quelque chose qu'il va falloir regarder. C'est un début puisque le laboratoire est en création, mais il me semble être un bon exemple de ce qui vient d'être dit. Alors pourquoi c'est un bon exemple ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Une première raison, c'est le fait qu'il est basé sur un thème qui par nature même est interdisciplinaire. C'est-à-dire que l'énergie du futur, qui est un problème crucial de notre société d'aujourd'hui, est par définition un terme qui mobilise des compétences de sciences dures. Il y a des mathématiciens appliqués pour faire de la simulation, c'est essentiel. Il y a bien évidemment des physiciens, il y a des biologistes, il y a des chimistes. Ça, c'est l'aspect science dure de qu'est-ce que sera l'énergie de demain et comment on peut la trouver. Mais il est essentiel de ne pas oublier un facteur extrêmement important, et dans ce laboratoire, finalement, l'accent a été mis là-dessus, qui est le fait que l'énergie n'est pas purement un problème théorique, c'est un problème de société, et que si les problèmes d'économique, les problèmes sociologiques, les problèmes politiques, les problèmes d'acceptation ne sont pas traités également, eh bien, on traitera qu'une partie du problème. Et il est intéressant de voir que ce labo qui est en création va regrouper toutes ces compétences-là pour essayer de résoudre les problèmes des grandes questions énergétiques de demain. Alors c'est quelque chose qui est en création, qui est nouveau. J'y participe modestement et je suis en ce moment en termes d'observateur, parce que la grosse difficulté, et ça a été évoqué, c'est de voir comment on va arriver de manière naturelle à faire en sorte que les gens des différentes disciplines collaborent de manière naturelle. Et ça, c'est pas évident. Il y a des problèmes de vocabulaire. Il y a des problèmes, comme ça a été dit par Maël Lemoine, de publication. Dans quelle revue va-t-on publier lorsqu'on fait des études qui sont par nature à cheval sur plusieurs disciplines ? Et également des problèmes d'intérêt, puisque bien évidemment les points de vue qui se manifestent ne sont pas les mêmes. Et là, ce qui va être intéressant, je pense qu'aujourd'hui c'est une expérience qui est relativement nouvelle, il y a, à cette échelle-là, c'est quelque chose de gros qui va réunir plusieurs centaines de chercheurs en différentes couches. Enfin, la structure du labo est un peu compliquée à expliquer, mais l'idée c'est de mettre véritablement, il y a 9 laboratoires qui participent de différentes disciplines, c'est de voir comment tout ce petit monde va s'auto-organiser, et si une auto-organisation va réellement émerger, ou s'il va être nécessaire de faire du management au sens pilotage plus précis. Et pour le moment, moi je suis en observateur pour voir ce qui va se passer. Mais ça me semble être une des premières illustrations concrètes de ce qui vient d'être dit en termes de nouvelles philosophies des sciences, voire de nouvelles manières d'appréhender les SHS dans les domaines applicatifs. Merci. Oui, je voudrais dire quelques mots. D'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec Daniel. Moi, je ne fais pas partie de la génération descendante. Je me considère comme faisant encore partie de la génération montante. Il n'y a que 10 ans à peu près que j'ai fait une thèse de philosophie des sciences et un livre. Cela dit, je crois que une des difficultés de la philosophie des sciences en général, et en particulier en France, est qu'elle est trop concentrée sur des études particulières et pas assez sur des études générales. En d'autres termes, on dispose de très bonnes études sur des points ponctuels, par exemple les questions de séparabilité des particules en physique quantique ou des choses de ce genre, mais il y a très peu, et je dirais dans le monde entier, depuis Popper, il n'y a pratiquement personne qui ait fait des études générales de philosophie des sciences, c'est-à-dire qui ait essayé de parler quand même à peu près des différentes sciences, de leurs problèmes communs. Alors les problèmes communs, par exemple, c'est le réductionnisme, c'est la causalité, c'est le déterminisme, c'est éventuellement la liberté, si on veut aller vers quelque chose encore un petit peu plus loin. Et ça, je crois que
c'est un domaine très important, parce que quand on parle des choses spécialisées, bien entendu, il faut des philosophies des sciences, mais il ne faut pas oublier que, quand même, beaucoup de scientifiques font à ce point de vue-là de la bonne philosophie des sciences. À l'heure actuelle, j'ai noté là 2 ou 3 noms pour les citer, mais il faut aussi des gens comme Shapiro en logique, comme Chimony ou Espagna en physique. Évidemment, je parle de gens un peu âgés, mais alors des gens plus jeunes comme Mayer était même mort. Enfin, Mayer en biologie. Votre ami là, Jean Carosella en immunologie, il dit des choses très intéressantes. Ce n'est pas un philosophe, mais il permet aux philosophes de comprendre bien ce qu'est l'immunologie. Alors, c'est pas tellement là qu'est le besoin. Le besoin, il est de regrouper ces choses-là. C'est-à-dire qu'on se prenne justement ces concepts transversaux et qu'on essaie d'avoir une idée générale de philosophie des sciences. Et le deuxième point, parce que je ne veux pas être trop long, le deuxième point, c'est que je conseille, alors là je prends au contraire l'aspect du vieux monsieur qui dit des choses à des plus jeunes, je conseille quand même à tous les jeunes qui actuellement travaillent en philosophie des sciences ici et qui font des choses intéressantes, je leur conseille de se détacher de la philosophie analytique américaine, dans lesquelles il y a naturellement du bon. Il y a eu un effort d'hygiène, si je puis dire, c'est-à-dire mais c'est devenu maintenant du pinaillage, il n'y a pas d'autre mot. Et vraiment, quand je lis les articles des revues américaines, etc., sur les sujets qui m'intéressent, je dirais il y en a 9 sur 10 qui ne méritent absolument même pas un début de lecture. Donc dégageons-nous quand même de cette philosophie, bien sûr. La philosophie analytique a un intérêt, la philosophie du langage aussi, mais ne faisons pas que ça. D'autres questions? Parce que ce serait bien que tout à coup, j'ai l'impression d'être à Besançon où la caractéristique essentielle est le respect et le silence absolu devant les maîtres. Donc, on aura compris, il y a beaucoup de choses à faire en philosophie des sciences. On n'a pas à craindre de chômage, pour peu qu'on ait des postes, qu'on ait un endroit où travailler. Et en fait, je voudrais surtout parler du financement de la recherche, puisque aujourd'hui, une plus grande partie du financement passe par des agences de moyens en France et au niveau européen. Et en fait, il m'est arrivé la chose suivante. J'ai regardé récemment les panels d'attribution de financement au niveau européen, au niveau du European Research Council, pour tout ce qui est des starting grants, par exemple, et faire la même chose pour les Marie Curie. Et j'ai été surpris de voir que la philosophie des sciences est en fait très 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 mal représentée. Elle se trouve dans une sous-section des sciences humaines, et parmi la trentaine de personnes membres du panel, il n'y a pas un seul philosophe des sciences. Pour représenter la discipline de philosophie des sciences, on y trouve que des neuroscientifiques ou des philosophes de l'esprit, éventuellement, dans le meilleur des cas. Et donc je me demandais si il n'y aurait pas ici un rôle à jouer pour la Société de philosophie des sciences que de s'assurer d'une espèce de présence, si on veut exister d'une certaine manière, d'un point de vue financier aussi, de s'assurer d'une représentativité auprès de ces instances, de ces agences de moyens, dans les panels d'évaluation des projets qui sont soi-disant des panels d'évaluation par des pairs. Je me demandais si vous aviez des réflexions à ce sujet. Tiens, je voudrais juste réagir une seconde et puis peut-être ensuite Jean ou... Non ? Ah, j'ai pas besoin de micro, oh, pardon, j'oublie, pardon. Non, mais je suis très content de ce que tu viens de dire, Christophe. Et je me retourne à nouveau vers Catherine. Vous savez, il y a cette fameuse citation qu'on a tous sortie de Pascal, n'est-ce pas ? Quand il l'élève, je l'abaisse, quand il s'abaisse, je l'élève. C'est parce que la philosophie des sciences est trop abaissée que je cherche à l'élever, selon le principe d'ailleurs que Jacques, dans un autre contexte, a formulé à l'instant. C'est pour corriger cette idée que le philosophe des sciences, au fond,
voilà, c'est un collaborateur scientifique, s'il a enfin compris que le temps de la recherche est long. Alors c'est vrai que ça a été long, mais ça y est, on l'a compris. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'idées en fait en philosophie, donc on est constamment amené à recycler les mêmes. C'est ça la vie du philosophe. Donc on recycle les mêmes idées, mais c'est très long à aboutir, à rendre précis, etc. Et quand on collabore avec le scientifique, on entre dans ce temps long de la recherche. Et donc ça, on doit le faire, on peut le faire. Mais, encore une fois, si on ne dit pas, au fond, que nous, philosophes des sciences, tout en collaborant avec le scientifique, tout en collaborant évidemment avec le sociologue, l'économiste, l'anthropologue, etc., on n'a pas je ne veux même pas dire un petit plus, parce qu'on retombe dans « oh là là, je suis tout petit, il y en a marre ». Un plus. Oui, le philosophe des sciences a un plus à apporter. Et par conséquent, il doit figurer dans les instances décisionnelles. Il a des choses à dire qui sont spécifiques, mais ça ne veut pas dire qu'il éteint les autres. Il ne va pas éteindre les scientifiques, il ne va pas éteindre les sociologues. Mais il a sa contribution spécifique. Ou alors, changez de métier. Faites ce qu'ont fait un certain nombre de mes camarades qui sont maintenant à l'Institut Jean Nicot, qui font des neurosciences. Ils ne sont plus philosophes des sciences, et ça va, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais ils ont un peu abdiqué cette idée qu'en tant que philosophes, ils avaient une contribution spécifique à faire. Et pour ce qui est de ce qu'a dit Alain Stahl, évidemment sur le deuxième point, je ne peux pas le rejoindre, je ne pense pas qu'il faille aborder la philosophie analytique. En revanche, il y a énormément de choses chiantes en philosophie analytique, tout le monde le sait, 9 articles sur 10 ne mériteraient pas d'être publiés, c'est exactement la même chose dans les sciences. Demandez-moi, j'ai beaucoup d'amis mathématiciens, c'est mon milieu d'origine, ils sont tout à fait d'accord, 9 articles sur 10 en mathématiques ne méritent pas le papier sur lequel ils sont imprimés. C'est comme ça, il y a du gâchis, et il y a du gâchis en philo-analytique comme dans le reste. Mais en revanche, le premier point, c'est-à-dire qu'il y a aussi une fonction synthétisante et d'ouverture, il y a une fonction très importante. Et c'est vrai, mais ça on le dit souvent d'ailleurs dans les congrès un peu partout, autour des machines à café, on est très spécialisé, c'est la pression institutionnelle et le temps long de la recherche qui nous y oblige, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi cette fonction transversale et synthétisante qui est très importante. Oui, moi je voudrais réagir sur deux choses. Alors d'abord sur les programmes européens, enfin moi je suis évaluateur tous les ans pour les programmes Marie Curie, et donc quand même une précision qui importe, je crois. Quand les évaluateurs sont choisis a posteriori en fonction des projets qui sont proposés. C'est-à-dire que le panel, ça dépend des projets. Enfin, je ne parle pas de Early Starting Point, je parle vraiment de Marie Curie. Donc s'il y a des projets de philosophie des sciences, il y a des évaluateurs qui sont philosophes des sciences, forcément. Mais il faut voir... alors là, il n'y a pas... Autant que je suis critique sur beaucoup de processus d'évaluation, mais je vous assure que ça fonctionne comme ça. Sauf que, en effet, il faut regarder quels sont les critères d'évaluation des programmes européens, et je pense que c'est très intéressant pour nous aussi. Je disais tout à l'heure, ça dépend, le projet de la philosophie des sciences, ça dépend où on veut aller. Moi, je sais que j'ai évalué des thèses on m'a demandé des avis sur des thèses de philo des sciences en France, et j'ai demandé c'est quoi les critères d'évaluation. On m'a dit c'est ABC. J'ai dit oui, mais c'est quoi ABC par rapport à quoi? Faut que ça soit bon. Ok. Mais avec ça, moi, je ne vais pas très loin vu de l'extérieur. Les critères européens sont très précis, c'est-à-dire qu'il faut en effet que ça soit original, etc., dans la discipline. Et là, il y a un philosophe des sciences qui va regarder. Il faut que ça soit pertinent par rapport aux objectifs de la commission en matière de recherche, c'est-à-dire qu'il y a une pertinence sociale, que ça serve, oui, on peut des projets, que ça s'articule avec des projets scientifiques, en tout cas pour la philosophie des sciences. Et puis, il faut que ça soit faisable, et donc qu'il y ait une faisabilité méthodologique. Et donc, dans les panels, il y a toujours, en effet, un philosophe des sciences, quelqu'un qui juge de la pertinence sociale et quelqu'un qui juge de la faisabilité, qui est en général un scientifique du domaine. Donc, c'est relativement bien évalué, mais c'est peut-être une exception, je le reconnais. Après, le problème qui se pose en France, par exemple, c'est sur l'interdisciplinarité, parce que je ne sais pas pour qui a essayé de présenter un programme interdisciplinaire dans les programmes blancs de l'ANR, on peut toujours chercher la rubrique, elle n'existe pas. Donc, on est déjà assez mal parti pour faire de l'original interdisciplinaire. Et sur la question de la longue durée, sur l'interdisciplinarité, c'est vrai qu'il y a des problèmes épistémiques qui ne sont pas du tout résolus. Parce que ça marche au début. Moi, je fais partie d'un département où il y a 300 chercheurs, qui a été créé en 80 sur le même type de problématique.
Le développement agricole, c'est compliqué, il faut articuler plein de gens. Ça a très bien marché pendant 10 ans. Après, il y a tout un tas de problèmes parce que les institutions, enfin les injonctions institutionnelles, c'est interdisciplinarité, mais excellence disciplinaire. On s'ancre dans sa discipline et on est dans l'interdisciplinarité. Ce qui est une arnaque. Et c'est une arnaque aussi quand on travaille avec les philosophes des sciences, parce que l'interdisciplinarité oblige à réviser son propre programme de recherche. Parfois, elle se situe aux marges de ce qui est le cœur de son programme du programme de recherche auquel on appartient. Et donc, on n'est pas dans un jeu gagnant-gagnant, très rarement. Et en ça, les philosophes des sciences, je pense, peuvent apporter élucider. C'est typiquement le genre d'élucidation qui est nécessaire. Mais là, il y a vraiment une difficulté institutionnelle, oui, qui dépasse la publication, enfin, qui est la publication, mais même au-delà, quoi, je trouve. Pardon, en réponse très très brève à ce que Christophe Planétaire vient de dire. Oui, il y a un problème. Il y a un problème à l'ANR, bien sûr. J'y faisais allusion de manière poétique quand j'ai parlé des modes de survie des paradigmes déclinants. Il y a aussi un problème à inverser. Et la chose, c'est la Société de philosophie des sciences devrait faire remarquer ça de manière officielle. Et la société européenne devrait faire remarquer ça de manière officielle par les canaux les plus élevés à ERC, absolument. Je suis bien conscient de... Et en plus, il y a le problème des dupes cursus. Parce que l'inter, la pluri et la multidisciplinarité, Edgar Morin, ici, on arrête sur ce discours-là. La question, c'est, en termes d'emploi, que les doubles cursus, et il y en a, et Dieu sait que ça a des incidences sur les délais de la seconde thèse, c'est évident, que les doubles cursus ne soient pas en France pénalisés. Et d'autre part, bon, je ne vais pas recommencer ce que je disais sur la science mode 2 et le point fondamental qui est l'impossibilité désormais d'avoir un algorithme permettant de déterminer les compétences requises pour progresser sur les questions qui arrivent, telles qu'elles arrivent, sales, au sens mixte, posées par l'ainsi nommé corps social. Mais là, sur la question ANR et RC, oui, il faut faire du lobbying. De toute façon, ça concerne même la philosophie. Enfin, juste un mot sur la philosophie. Je me suis essayé, et je crois que c'est vrai, que cette année, à l'ANR, il n'y a eu aucun problème de philosophie. Il y a un problème avec la philosophie en France et avec l'ANR française. Enfin, bref. C'est un vrai problème, il faut... Oui. Merci. Oui, si on effectue une analyse corporative et des différentes catégories de personnel qui peuvent contribuer à la philosophie des sciences, il y en a une quand même dont on a relativement peu parlé, et c'est les scientifiques eux-mêmes. Une bonne partie des résultats, des travaux, des commentaires intéressants en philosophie des sciences, depuis au moins un siècle, et probablement bien davantage, ont été faits par des scientifiques eux-mêmes, je veux dire des scientifiques estampillés, qui ont un cursus disciplinaire, une profession honorable et plus ou moins bien payée dans les sciences, et qui font de la philosophie des sciences, comment dans beaucoup de cas, c'est quand ils sont trop vieux pour continuer à faire de la science. Quand on ne peut plus faire de science, on fait de l'épistémologie. Quand on ne peut plus faire d'épistémologie, on fait de la sociologie, de l'épistémologie. C'est pas une situation peut-être totalement saine. Par ailleurs, en plus de l'âge, pour beaucoup de scientifiques, faire de la philosophie, c'est un peu dérogé. Beaucoup de scientifiques vont à la philosophie comme ils vont au bordel. Oui, il y a des besoins naturels à satisfaire, mais
mais on ne s'en vante pas trop. Disons, c'est particulièrement visible pour ce que je connais chez les mathématiciens, qui ont la plus grande réticence à aborder certains sujets, parce que c'est de la philosophie. Donc, est-ce que le problème serait de former des philosophes des sciences estampillés comme tels, ou, si je puis dire, d'apprendre de la philosophie ou de tourner vers la philosophie des scientifiques? La question se pose. Parmi les défauts de l'organisation actuelle où la philosophie des sciences est faite par des scientifiques, il y a concernant directement la philosophie que beaucoup de scientifiques ont de la philosophie des connaissances qui datent de leur baccalauréat, plus des articles glanés à droite ou à gauche qui en général renforcent les idées reçues plutôt qu'elles n'en créent de nouvelles. Merci. Oui, Francesca. Moi, je voudrais juste dire une chose liée à la spécialisation des sciences et de la philosophie des sciences. Donc, pour revenir à la question de où devrait aller la philosophie des sciences. Donc, je radote un peu pour les gens avec qui j'ai déjà parlé de ça. Mais j'ai l'impression que la philosophie des sciences... la question, pour répondre à cette question, il faudrait savoir quel est le but de la philosophie des sciences. Est-ce qu'elle doit servir la science, elle doit apporter quelque chose à la science, ou alors est-ce que le but est plutôt un but qui lui est propre, qui est du côté de la philosophie? Et je suis plus pour cette deuxième réponse. Et je pense que la philosophie des sciences devrait faire un effort pour garder sa spécificité en tant que philosophie. Et je vois que dans certaines disciplines, comme ma discipline spécifique est la philosophie de la biologie, les limites entre la philosophie de la biologie et la biologie théorique ne sont pas du tout nettes. Et je pense que ça, c'est pas forcément un problème, mais je pense que on devrait plutôt essayer de distinguer les deux choses, la philosophie de la biologie et la biologie théorique, comme dans d'autres disciplines. Donc pour moi, la philosophie des sciences devrait plutôt essayer de garder cette spécificité philosophique. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez tous. J'hésitais à intervenir pour ne pas faire un plaidoyer pro domo, parce que je travaille dans une école de commerce. Mais il y a quand même, j'ai entendu beaucoup de mots très spécifiques depuis le début de la table ronde. Le management, on a entendu parler de mode 2, on entend parler de financement. Et pourtant, ce que j'ai pu observer depuis quelques temps, c'est qu'il y a un grand absent, ne serait-ce que sur le plan thématique, dans la philosophie des sciences, c'est l'étude, le regard porté sur les sciences de gestion. Et je pense que justement, si là, la philosophie des sciences pouvait avoir un rôle utile, c'est dans l'examen de ce champ qui est toujours émergent d'ailleurs. Donc essayer de re-questionner les concepts qui émergent des sciences de gestion. Donc, je pense que c'est un point effectivement qu'il faudrait aborder de front. D'autres questions? Bon. Ah, quand même. Je voulais juste souligner, il me semble qu'il y a vraiment un écart immense entre ce qui émerge de cette table ronde, auquel j'adhère complètement, et ce qui se passe après dans les commissions de recrutement, dans la façon dont on publie, dont on valorise des publications. Et je crois que tant que les gens qui ne sont pas dans les commissions ne valorisent pas d'autres critères d'évaluation, on pourra en faire des tables rondes comme ça encore et encore. Mais je pense que quand on s'adresse aux jeunes en leur disant il faut aller sur ces terrains-là, sur ces nouveaux terrains-là, et qu'après ils ont plus de mal, que les critères d'évaluation restent beaucoup plus traditionnels sur le terrain, je pense qu'il faut aussi qu'on prenne nos responsabilités quand on est dans ces différentes instances. Merci Stéphanie. Bien, on va peut-être faire une pause.
Donc d'abord, je voudrais renouveler mes remerciements. C'est pas du tout... ouais. Mais c'est pas du tout formel, quoi. C'est bon, on remercie toujours les orateurs. C'est la moindre des politesses. Ce qui est vrai que c'est la moindre des politesses. Mais malgré tout, j'insiste sur le fait que il fallait oser discuter aujourd'hui, pas pour dire des banalités, mais pour essayer de poser sérieusement la question des nouvelles directions en philosophie des sciences.